Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui j'ai des lunettes, alors non j'ai pas besoin de lunettes de vue, c'est des lunettes anti-lumière bleue et simplement j'ai voulu les mettre parce que aujourd'hui ça va être une vidéo différente. J'ai décidé une fois par mois de faire une vidéo sur différents troubles qui peuvent apparaître dans la santé mentale, basés sur le DSM, mais aussi sur différents cours que j'ai pu suivre à l'université. Donc j'aurai pas forcément des sources. Je vous encourage dans tous les cas à toujours faire vos recherches également par vous-même pour vérifier les informations. Et puis du coup, le format, ce sera toujours celui-ci, petite veste, petite lunette, pour qu'on fasse sérieux. Voilà, ça c'est un biais de cognition où quand quelqu'un a des lunettes, on a tout de suite l'impression qu'il est plus intelligent. Et voilà, c'était juste pour remarquer un petit peu la différence. Ceux qui me suivent sur Instagram ont pu répondre dans la boîte à questions aux troubles qu'ils voulaient que j'aborde en premier. Et il y en avait deux en particulier, c'était le TDI et la bipolarité. Étant donné que j'ai travaillé dans un projet de recherche sur la bipolarité, je me suis dit que ça pourrait être sympa de commencer par ça parce qu'aussi j'ai eu plus accès à des patients bipolaires, du coup je sais aussi mieux peut-être reconnaître les différents symptômes et du coup j'ai avec moi mon tableau blanc. Je ne sais pas jusqu'à quand il va rester blanc, mais en tout cas à chaque fois ce sera notre ami dans cette vidéo. Du coup on va parler de la bipolarité. Alors, tout d'abord, le DSM, c'est quoi? C'est un gros manuel comme ceci. Donc moi, j'ai le DSM 5. C'est le dernier qui est sorti. Il y a aussi le DSM 4 reviewed, donc DSM 4R, qui se vaut avec le 5. On ne sait pas trop, il y a certains diagnostics qui changent, mais en gros, tous les X temps, ils font des recherches et ils ressortent un nouveau manuel. Et du coup, vous voyez, il a tous les troubles, tous les diagnostics possibles et du coup on va se baser aussi là-dessus pour définir les différents critères diagnostiques de la bipolarité. La première chose qu'on se pose quand on essaye de connaître un petit peu un trouble, c'est la prévalence, ce qu'il y a plus pour les hommes que pour les femmes, à quel âge ça survient, etc. etc. Donc ça c'est des infos que j'ai cherchées bien sûr pour vous et que je vais noter sur mon petit tableau. Donc ça vient en général entre 18 et 24 ans, donc c'est assez jeune le premier épisode. Après, c'est pas forcément le diagnostic qui vient à cet âge-là, parfois ça vient plus tard, mais une fois qu'on sait qu'on a ça, on se dit ah mais oui, effectivement, à 19 ans j'avais déjà ressenti ça, etc. Donc 18-24 ans, et selon les sources, il y a entre 0,4% et 2,5% de la population qui est touchée par ce trouble. Et il y a autant d'hommes que de femmes qui sont touchées. Donc vous voyez, 18-24. Là, les chiffres, on n'est pas sûr vraiment. Il y en a même qui vont jusqu'à 5%. Ça dépend si on inclut le trouble bipolaire 1, le trouble bipolaire 2, mais ça on va venir tout à l'heure. Et autant d'hommes que de femmes. Il n'y a pas non plus de prévalence selon la culture, etc. Enfin, c'est à peu près égal partout. Et les comorbidités. Donc comme les comorbidités, c'est tous les autres troubles qui peuvent venir avec. Par exemple, la dépendance, les troubles alimentaires, les troubles anxieux, ça peut être plein de choses différentes. Et du coup, avec la bipolarité, il y a énormément de comorbidités avec une dépendance à l'alcool, presque 60%, ce qui est quand même énorme. On essaye aussi de voir plus ou moins à combien de risques c'est transmissible, par exemple quand on est bipolaire, si on a un enfant, à combien de pourcentage c'est transmissible, si les deux parents sont bipolaires, à combien, etc. Et pour ça, justement, c'est exactement dans ça que je travaillais à l'hôpital psychiatrique, dans une recherche qui essayait de calculer. Mais en général, bon, ça varie beaucoup selon les sources, mais autour d'un 10 fois plus de risque d'avoir un enfant bipolaire quand on est soi-même bipolaire. Après, ça peut bien sûr varier, il y a des gens non bipolaires qui ont des enfants bipolaires, des gens bipolaires qui ont des enfants qui ne sont pas bipolaires, les gens qui ont plusieurs enfants, ils peuvent avoir un enfant bipolaire et les autres non, tous bipolaires, il n'y a pas vraiment de règles, on ne peut pas vraiment savoir et il y a plein d'autres facteurs et ça c'est très important à garder en tête. Donc voilà, on en est là et vous vous dites mais c'est quoi en fait la bipolarité? Souvent quand quelqu'un change vite de caractère, d'humeur, on dit ah mais toi t'as quoi, t'es bipolaire, etc. En fait, on devrait plutôt dire soupe au lait parce que bipolaire c'est vraiment différent, c'est pas simplement changer d'humeur, c'est une alternance entre des phases dépressives
et des phases dites maniaques. Donc si vous voyez ici, la flèche c'est ce qui est normal. Quand ça va au-dessus c'est maniaque et en dessous c'est dépressif. Là j'ai fait une vague toute simple, mais souvent c'est pas comme ça. Ce qui est compliqué avec la bipolarité c'est qu'on alterne les phases. Donc on peut avoir une phase dépressive, après on va avoir les critères pour un trouble dépressif ensemble. Et juste après avoir une phase maniaque, on peut être thymiquement neutre, donc c'est-à-dire émotionnellement stable, et tout à coup avoir une phase maniaque, puis une phase dépressive. On peut avoir beaucoup de changements, comme on peut avoir une ou deux phases dans sa vie. Ça dépend vraiment des personnes, ça dépend aussi de tout ce qui se met autour, ça dépend du stress, ça dépend de beaucoup de choses. Donc en soi, vraiment la bipolarité, donc il y a la bipolarité de type 1 et de type 2. La bipolarité en gros c'est une alternance entre des phases dites dépressives et des phases dites maniaques ou hypomaniaques. Pour la bipolarité de type 1, c'est maniaque et la bipolarité de type 2, c'est hypomaniaque. Qu'est-ce que ça signifie? Donc qu'est-ce qu'une phase dépressive? Qu'est-ce qu'une phase maniaque? Dépressive. Et du coup pour ça, on va ouvrir le DSM. Donc un épisode dépressif nous dit au moins 5 des symptômes suivants durant au moins 2 semaines. Un changement par rapport au fonctionnement antérieur. Et il faut qu'il y ait soit l'humeur dépressive, soit l'anédonie, donc c'est-à-dire ne plus avoir envie de faire des choses. Donc ça, il faut qu'il y ait au moins un des deux pour qu'on puisse dire que c'est un épisode dépressif, et il faut que ça dure au moins 2 semaines. Ça, c'est même pour la dépression majeure, c'est les critères de base. Et en plus de ça, il faut au moins 5 des symptômes suivants. Et donc, l'humeur dépressive compte pour 1 déjà, ou l'anédonie. Du coup, parmi tous ces critères, il y a l'humeur dépressive, l'anédonie. Prendre ou perdre du poids sans le vouloir, une modification importante, une insomnie ou une hypersomnie. Donc vous voyez, à chaque fois, ça peut être l'un ou l'autre. C'est ça qui est assez difficile aussi pour pouvoir diagnostiquer, c'est que ça peut être tout comme son contraire. Donc soit une insomnie, de la peine à dormir, soit hypersomnie, on dort vraiment énormément. Une agitation ou un ralentissement, donc à nouveau, soit on est très agité, très nerveux, ou soit vraiment ralenti, mais ralenti. Une fatigue ou une perte d'énergie. Un sentiment de dévalorisation, de culpabilité, donc je suis nulle ou c'est de ma faute, tout est de ma faute, etc. De la peine à prendre des décisions, à se concentrer, à réfléchir. Et des pensées noires, donc pensées de mort, pensées suicidaires, récurrentes. Donc il faut qu'il y ait 5 de ces symptômes, avec au moins un des 2 premiers. Il faut également que ces symptômes induisent une détresse. Donc il faut que la personne en fait en souffre, parce qu'en soi si elle en souffre pas c'est pas très grave. Ou alors qu'il y ait des conséquences familiales, sociales, sur son travail. Qu'en gros, on voit une différence dans sa vie en fait. Et ça, souvent, c'est un des critères. C'est de dire, est-ce que la personne, elle souffre de ça? Est-ce qu'elle se met en danger? Est-ce qu'elle met en danger les autres? Est-ce que ça influe? Ou est-ce que c'est simplement un nouveau rythme? Ça, c'est aussi très important. Bien sûr, on vérifie toujours s'il n'y a pas d'autres explications. Par exemple, une tumeur au cerveau, ou une prise de médicaments, ou une prise de drogue. Autre chose qui pourrait expliquer une maladie physique, qui pourrait expliquer cet épisode dépressif. Donc je vais noter. Donc voilà, ça c'est pour la dépression. Donc vous voyez, tristesse, anédonie, 4 critères en plus. Bien sûr, s'il y a la tristesse et l'anédonie, ça compte déjà pour 2, donc il en faut que 3 en plus. Mais parfois il n'y a que l'anédonie, parfois il n'y a que la tristesse. Il faut vraiment être triste tous les jours, une longue partie de la journée, durant 2 semaines ou plus, quasiment tout le temps en fait. Après, attention, je répète que tout ce que j'explique ici, vous ne pouvez pas vous auto-diagnostiquer. Il faut l'avis d'un professionnel pour pouvoir se dire qu'effectivement on a un trouble dépressif ou pas. Parce qu'on a souvent tendance à croire, oui c'est vrai, moi je suis souvent triste, oui c'est vrai, j'ai perdu du poids, oui c'est vrai. Et en fait, quand vous allez voir, peut-être que c'est vrai, mais à un degré infime. Il faut vraiment que ce soit assez intense pour qu'effectivement ça rentre là-dedans. Donc attention, pas d'autodiagnostic. Maintenant, on va passer aux phases maniaques et hypomaniaques. Donc pour l'épisode maniaque, on nous dit qu'il faut une période vraiment précise, donc nettement délimitée, durant laquelle l'humeur est élevée, expansive ou irritable. Donc souvent, on demande si la personne était très agitée ou irritable, mais vraiment à l'extrême, de façon anormale et persistante, avec une augmentation anormale et persistante de l'activité. Donc ce qui caractérise les phases maniaques, c'est vraiment beaucoup plus d'activité.
On fait plus de choses, on parle plus, on dépense plus, on fait vraiment, mais à l'extrême. Donc à nouveau, pas d'autodiagnostic, c'est vraiment à l'extrême. Si vous voyez parfois des vidéos, ou même si vous rencontrez une personne qui est bipolaire en phase maniaque, il y a vraiment un débit de parole qui est ininterrompu, ou alors vraiment une activité motrice qui est très intense. Et il faut au moins une semaine minimum, au moins 3 des symptômes, une augmentation de l'estime de soi, idée de grandeur. Il y a des gens qui ont l'impression d'être des stars, qui peuvent penser même parfois être encore plus que ça, donc être des messagers, vraiment des personnes qui ont un message à délivrer. C'est presque parfois un petit peu délirant. Réduction du besoin de sommeil, ça c'est souvent le premier symptôme qu'on peut observer, c'est qu'en fait les personnes elles vont dormir 2 heures, 3 heures, 4 heures. Attention parce que lors de la dépression, on a vu, ça peut être de l'insomnie. Mais là, dans ce cas-là, c'est pas de l'insomnie, c'est vraiment que la personne n'a pas besoin de dormir, elle se sent en pleine forme. Donc ensuite, le troisième critère, plus grande communicabilité, donc un flot de paroles vraiment beaucoup plus intense. 4, une fuite des idées, sensation subjective que les pensées défilent, donc c'est vraiment beaucoup de pensées à la minute, beaucoup d'idées à la minute, difficulté à se fixer, il y a vraiment beaucoup d'idées, de pensées qui arrivent. La cinquième, c'est une distractibilité, donc un peu comme les gens qui ont des problèmes d'attention. Tac, 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 on est distrait par tout et rien. Une augmentation de l'activité orientée vers un but, donc là ça peut être différentes choses. Souvent, ça peut être dans le domaine artistique, il y a des gens qui peuvent écrire un livre en un jour, il y a des gens qui peuvent créer un opéra, c'est vraiment souvent quand même des gens qui vont créer quelque chose, mais ils peuvent aussi avoir par exemple une activité sexuelle beaucoup plus intense, donc avoir des fois 20-30 personnes en une journée. C'est vraiment une augmentation énorme de l'activité. Ou alors également au travail, on peut se faire des 18-19 heures de travail par jour, non-stop. Il y a également des activités à risque. Donc typiquement, vraiment des choses dangereuses, des comportements sexuels à risque également, des achats aussi qui peuvent mettre en péril ensuite la santé financière. Donc il y a des gens qui peuvent acheter par exemple 3 voitures ou acheter 10 billets d'avion pour New York. Il y a une patiente que j'avais rencontrée, elle avait acheté des glaces pour tout un village. Et c'est vraiment des dépenses, c'est pas juste acheter une chose chère, c'est vraiment des dépenses avec de l'argent que l'on n'a pas. Ensuite, à nouveau, un des critères, c'est qu'il faut que cette altération, elle ait des conséquences sur la vie de la personne. Donc soit qu'elle peut se mettre en danger les autres, mais également qu'il y ait un problème dans sa façon de gérer son travail ou autre. Donc vraiment, le but, c'est toujours de protéger la personne, bien sûr. Et puis, à nouveau, il ne faut pas que ça puisse être imputé par d'autres choses. Donc, c'est-à-dire pas de consommation de substances, pas de maladie, pas de tumeur, pas d'autres choses en fait qui puissent venir expliquer cette maladie. Et pour l'épisode hypomaniaque, la période elle est délimitée également, humeur élevée, expansive ou irritable, presque tous les jours pendant au moins 4 jours, donc là c'est un petit peu plus court. On a vu maniaque c'est une semaine, hypomane c'est 4 jours. Et puis il faut également 3 des symptômes qu'on a lus, et c'est la même chose aussi qu'avant. Et là, par contre, la différence, c'est que la sévérité de l'épisode, elle n'est pas suffisante pour entraîner une altération marquée du fonctionnement professionnel ou social. C'est-à-dire que la personne, elle continue à fonctionner. Simplement, elle fonctionne plus élevée. Donc, quelqu'un qui a vraiment la pêche tout le temps, même ça peut être un petit peu fatigant pour les autres, mais c'est pas au point que la personne n'arrive plus à assumer ses tâches, etc. Donc, c'est un tout petit peu en dessous. C'est pour ça que c'est hypomaniaque. Ça veut dire que c'est maniaque, mais on arrive encore à fonctionner. Il faut également que les proches, par exemple, puissent se rendre compte, les collègues de travail, ils se disent « Ah, mais là, c'est quand même bizarre ». Ça veut dire que quelqu'un qui est tout le temps au taquet, il n'est pas en phase hypomane, simplement, il est comme ça. Par contre, quelqu'un qui est plutôt calme et d'un coup, pendant une demi-semaine, il est comme ça, c'est sûrement une phase hypomaniaque. Et à nouveau, avec la phase hypomaniaque, il y a aussi les mêmes symptômes de dépression. La dépression, ça peut parfois passer entre les gouttes parce qu'on peut faire semblant de sourire, on peut faire semblant de faire des choses et puis c'est chez soi, on va rien faire. Tandis que les phases maniaques, on a de la peine un peu à les cacher. C'est vraiment assez visible pour les autres. Après, si quelqu'un vit plus ou moins tout seul ou voit peu de monde, là, on va moins facilement le voir. Pour décider si c'est un trouble bipolaire, donc de type 1, de type 2, donc pour qu'on puisse dire qu'il y a un trouble bipolaire de type 1, il faut au moins un épisode maniaque, que en gros ces épisodes maniaques et dépressifs ne soient pas mieux expliqués par un trouble par exemple schizotypique
ou une schizophrénie, etc., un trouble délirant ou autre. Pour le trouble bipolaire du type 2, il faut donc qu'il y ait un épisode hypomaniaque, un épisode dépressif, et qu'il n'y ait jamais eu d'épisode maniaque. Du moment qu'il y a un épisode maniaque, ça passe en trouble bipolaire de type 1. Donc tant qu'on est resté que dans l'hypomanie, c'est un trouble bipolaire de type 2, mais si on a un épisode maniaque, on passe en trouble bipolaire de type 1. Pareil, il ne faut pas que ça puisse être expliqué par une autre maladie. Donc attention quand on parle de diagnostic différentiel, typiquement si vous allez chez le docteur pour avoir une douleur à l'épaule et qu'il vous dit ok je pense que c'est une tendinite, mais on va quand même vérifier que par exemple le tendon n'est pas déchiré. Ça ne veut pas dire que votre tendon est déchiré, c'est simplement qu'on est obligé d'avoir des diagnostics différentiels pour être sûr que c'est pas expliqué par autre chose. Ok. Donc il ne faut pas, quand vous allez faire des examens, ou même chez le psychiatre, qui vous dit ça peut être ça ou ça, on est obligé en fait d'avoir des diagnostics différentiels, et du coup il ne faut pas le prendre au mot, c'est-à-dire il ne faut pas se dire ah ben c'est à dire que peut-être je suis ça, c'est simplement on doit être sûr d'éliminer toutes les autres possibilités pour être sûr qu'on traite correctement ce pourquoi on est venu. Donc ça c'était juste une petite explication. Pour résumer, un trouble bipolaire de type 1, il faut un épisode maniaque, un épisode dépressif au minimum. Et pour le trouble bipolaire de type 2, il faut un épisode hypomaniaque, un épisode dépressif et pas d'épisode maniaque. Et bien sûr, pour les deux, il faut que ça engendre une souffrance de la part de la personne. Il faut que ça perturbe sa vie. Alors, comme on a vu pour le trouble hypomaniaque, ça peut passer entre les gouttes parce que voilà, mais souvent même le trouble dépressif, ça dure quand même 2 semaines. Alors 2 semaines, des fois, ben voilà, on va poser 2-3 jours de congé. Il y a un long week-end. On arrive parfois à passer entre, mais vraiment si vous ressentez qu'il y a souvent des phases où vous avez de la peine à émerger, que vous avez souvent des idées noires, qu'il n'y a plus de plaisir, etc., il faut quand même en parler, il faut demander peut-être à son docteur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que ça pourrait être, etc., avant que ça s'empire, parce que parfois quand on en parle directement, peut-être qu'on peut juste compenser avec quelques petites choses pour éviter que ça devienne plus grave. Après, bien sûr, les troubles bipolaires ou tous les autres troubles, comme on l'a dit, il y a plusieurs facteurs, et donc il y a aussi un facteur génétique. C'est de ce dont on va parler maintenant. Donc déjà, ce qui se passe, ce qu'il faut savoir, c'est que les troubles du coup mentaux, ou en tout cas de la santé mentale, on ne fait pas exprès de les avoir, et il y a plusieurs facteurs. Donc un des facteurs, c'est la génétique. Un des facteurs, c'est l'environnement. Et un des facteurs, c'est tout le stress qu'il peut y avoir, notamment lorsque la personne était encore à l'état d'embryon, donc dans le ventre de sa maman. Tout ce qui s'est passé autour, et en fait, il y a toute une histoire autour de... Vous savez, le corps, il a toujours des réactions acido-basiques. Et du coup, tout ce qui est autour de l'acidité et de la basicité. Dès que, par exemple, on a une maladie, eh bien, notre corps devient acide. Et en fait, ça vient fragiliser. Et du coup, si, par exemple, la femme était enceinte, a eu juste une fièvre, ça peut venir fragiliser son embryon. Après, attention, les femmes enceintes, ne vous sentez pas coupable, ce n'est pas que ça qui va développer un trouble bipolaire chez votre bébé, bien sûr que non, mais ça peut venir fragiliser s'il y a déjà d'autres risques. Et puis, du coup, on a dit donc la génétique, donc potentiellement, s'il y a ça dans votre antécédents familiaux, il y a plus de risques que vous développiez une bipolarité. Également, l'environnement. Si vous êtes dans un environnement qui est stable, où il n'y a pas de stress, etc., peut-être que vous pouvez avoir potentiellement des gènes, ou en tout cas une façon, des neurotransmetteurs, par exemple, votre cerveau, comment il fonctionne, qui pourrait être à risque de la bipolarité, mais vu qu'il n'y a pas de stress qui vient déclencher le truc, eh bien, que ça reste latent. Typiquement, il y a des gens en fumant de la weed qui peuvent développer des troubles psychotiques, de la bipolarité, etc., parce qu'en fait, ça vient fragiliser dans le cerveau les différents mécanismes. Donc c'est pour ça qu'on dit ce n'est pas anodin. Il ne faut pas se dire oui, moi il n'y a rien qui va jamais m'arriver. Attention aux consommations, l'alcool c'est pareil, donc il faut vraiment faire attention. Tous les traumatismes, typiquement les guerres, les migrations, les choses comme ça, ce sont aussi des facteurs de risque parce que ça engendre énormément de stress et du coup ça vient fragiliser. Bien sûr, tout ce qui arrive aux enfants, c'est d'autant plus fort et du coup ça vient d'autant plus fragiliser la personne. Donc moins un enfant va être soumis au stress, plus il va avoir consolidé des bases stables. Du coup, au niveau
neurobiologique. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de neurobiologie, même si j'adore ça, mais je vais faire quelques petits résumés. Peut-être qu'une fois, je m'attellerai un peu plus sur comment fonctionne un neurone, parce que je l'ai appris et c'est super intéressant. Mais c'est surtout ce qu'il faut penser, c'est qu'en fait, un neurone, j'allais vous le dessiner comme ça, mais je vais vous le dessiner sur mon tableau. Tac. En gros, souvent les neurones, ils sont plus ou moins comme ça. Et entre les deux, il se passe des petits transferts neurochimiques. Donc c'est tout petit, ça va hyper vite, ça se fait tous les jours, tout le temps, à chaque seconde. Même là, moi, pour parler, il se passe ça. Enfin, c'est-à-dire que ça va hyper vite. Là, en l'occurrence, il y a des transferts de différentes molécules, différents neurotransmetteurs. Et ce qui se passe, c'est que des fois, il y a des problèmes dans ces transmissions. Il y a aussi des neurones qui se touchent. Là, j'en ai fait un qui ne se touche pas, qui a vraiment des transmissions chimiques. Et dans ces transmissions, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, souvent, lui, il transmet à l'autre. Donc, il va transmettre des petites choses. Et lui, pour les attraper, il a comme des petits vaisseaux qui vont venir et repartir dans l'autre sens pour faire continuer l'info. Donc ça va bien sûr hyper vite. Mais parfois, on peut avoir des problèmes. Donc, il peut y avoir des problèmes à différents niveaux. Il peut y avoir un problème au niveau de la production de ces petites choses. Donc, on dit par exemple de la production de sérotonine, de la production de dopamine, etc. Mais il peut aussi y avoir des problèmes au niveau de la capture de ces choses, donc pour la transmission. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois, par exemple, je vais juste le refaire à côté pour que vous voyez mieux. Lui, il transmet des choses. L'autre, il en prend quelques-uns. Et après, ceux qui restent, lui, il va renvoyer à nouveau des vaisseaux pour venir les chercher et les recapturer en fait. Et ça aussi, ça peut jouer. Des fois, on a trop de recapture et du coup, le deuxième, il n'a pas le temps encore de les prendre que l'autre, il est déjà en train de recapturer. Du coup, ça, c'est vraiment au niveau neurobiologique, donc c'est hyper intéressant. C'est aussi ce qui explique comment les différents médicaments fonctionnent. Donc, on a des médicaments qui vont inhiber la recapture, donc c'est-à-dire qu'ils vont empêcher ce trajet-là et que du coup, les petits plus, ils vont rester plus longtemps et donc le deuxième qui peut-être est un peu moins fort, entre guillemets, hein, je mets toujours des guillemets, mais c'est des images pour vous expliquer, qui est moins fort à attraper, bon, peut-être il va réussir à le faire. Parfois, il faut qu'il y ait lui qui en produise plus. Du coup, en fait, les médicaments, ils vont venir juste rajouter de cette molécule. Et parfois, c'est lui qui a besoin d'un petit coup de pouce. Donc, en gros, les médicaments vont faire différentes choses. Il y en a qui vont faire les 3, il y en a qui vont faire que 2, etc. etc. Donc là, c'est très vulgarisé. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller chercher d'autres infos. Mais en tout cas, là, c'est une petite explication assez basique. Et à chaque fois, je vais essayer de vous l'amener parce que c'est vraiment important de comprendre comment son cerveau fonctionne. Dans le trouble bipolaire, donc je regarde juste ici parce qu'il y a mes notes, mais du coup, dans les différents neurotransmetteurs. Donc il y a la noradrénaline. Donc la noradrénaline, c'est surtout ce qui... c'est un peu comme l'adrénaline, donc c'est vraiment ce qui va pousser à l'action, ce qui peut aider à bouger. Donc il y en a moins lors des troubles dépressifs. La sérotonine également. La sérotonine, c'est tout ce qui est motivation, prise de décision. Donc on a vu que dans le trouble dépressif, il y avait moins de plaisir, mais aussi moins de prise de décision, de la peine à se concentrer. Et puis également, c'est ce qui va aider à réguler l'humeur. Donc si on en a moins, forcément, notre humeur, elle va être moins stable. Dans la phase dépressive que maniaque, il y a une augmentation de l'acétylcholine. Donc ça, c'est vraiment la mémoire, l'apprentissage et l'activité musculaire. Bien sûr, ça fait plein d'autres choses, mais c'est les fonctions principales. Et puis, ce qui vient jouer une grande différence, c'est la dopamine. Lors des phases dépressives, elle baisse et lors des phases maniaques, elle monte. Et la dopamine, c'est tout ce qui est plaisir, la récompense. Le petit sucre, on dit souvent, quand par exemple on va faire une semaine compliquée de boulot et à la fin on se dit je vais me faire, je sais pas moi, du shopping ou je vais me faire plaisir avec un gâteau. Ça, c'est la dopamine, c'est la récompense. Ok ? Donc du coup, ces différents neurotransmetteurs varient, fluctuent et selon les phases sont différents. Et c'est là où on voit qu'il y a vraiment un impact dans le cerveau et donc que ce n'est pas la faute de la personne si elle est dépressive ou si elle est maniaque. Elle ne fait pas exprès. Maintenant, je vais vous parler, la dernière chose dont je vais parler, parce que sinon la vidéo va durer super longtemps, mais en gros, une personne qui est bipolaire,
ça peut être compliqué de vivre avec parce que on a l'impression qu'elle veut faire des efforts. Enfin, pour une personne qui vit avec, c'est super dur. D'un coup, elle va dépenser tout l'argent qu'on a économisé, ou d'un coup, elle va plus dormir, ou d'un coup, elle va aller coucher avec des personnes alors qu'on est en couple, ou des choses comme ça, ou même si c'est nos parents. C'est hyper dur de voir ça. Et également, beaucoup de paroles, par exemple en phase maniaque, qui vont faire que c'est super dur à gérer, c'est fatigant. Et pareil, quand c'est les phases dépressives, ben, la personne, elle va plus bouger, elle va plus vouloir rien faire, peut-être parfois même des tentatives de suicide. Je sais pas si j'en ai parlé, les tentatives de suicide, il y a entre 10 à 15% de risque de suicide qui souvent arrivent durant les phases dépressives. Et pour les adolescents, c'est 15 à 20, donc c'est énorme, il faut vraiment faire attention. C'est compliqué à gérer autant pour la personne que pour l'entourage parce que la personne ne fait pas exprès, l'entourage non plus. Et du coup, ça peut être dur de supporter ça en fait. C'est dur les humeurs qui changent, c'est dur quand la personne est stable et d'un coup ça rechute. Et c'est là aussi où c'est important pour la personne qui est malade de pouvoir comprendre les cycles, de pouvoir comprendre son cerveau, comment il fonctionne, et de pouvoir également peut-être savoir qu'est-ce qui potentiellement peut déclencher une phase. Souvent, les gens, par exemple, quand ils se sentent bien, ils vont recommencer à consommer de l'alcool, du coup ils vont stopper le traitement, et du coup ça repasse en phase maniaque du coup. Et souvent la phase maniaque est suivie d'une phase dépressive. C'est comme en fait si le cerveau il essaye de se rééquilibrer et c'est super dur à vivre. Après, il y a aussi beaucoup de comorbidités avec des troubles anxieux. Donc parfois, les gens peuvent être très anxieux de sortir ou du coup d'avoir du soutien. Et c'est vraiment compliqué pour l'entourage de rester soutenant quand parfois on a l'impression que les personnes font exprès ou qu'on ne peut pas se rendre compte vraiment de leur réalité. Et du coup, c'est super important de aussi s'informer pour comprendre le trouble, pour comprendre ce que la personne vit, pour comprendre comment on peut l'aider et pour reconnaître aussi. Parce que plus on reconnaît vite, plus on peut agir vite et du coup, ça peut éviter une hospitalisation ou autre. J'espère que cette première vidéo d'une série va vous plaire, qu'elle sera pas trop longue, je vais essayer de la cutter au max, mais pour qu'il y ait quand même assez d'infos. Et à la fin de ces vidéos-là, je vais pas vous dire mon petit mantra de d'habitude, mais simplement le mantra de ces vidéos, ce sera que les troubles de la santé mentale ne vous définissent pas, ne définissent pas votre valeur, et ce n'est pas une honte, il faut qu'on puisse le voir, et vous êtes des personnes qui méritez tout autant que les autres, tout ce qui vous arrive, en positif bien évidemment. Vous méritez d'avoir des gens qui vous soutiennent, qui vous aiment. Vous n'êtes pas une mauvaise personne si vous avez un trouble. Le but, c'est justement l'awareness de tout ça pour ne plus utiliser des termes comme « Ah, mais t'es bipolaire », comme si c'était une insulte, alors qu'en fait, pas du tout. C'est un trouble. Et comme une personne qui a du diabète va prendre de l'insuline, eh bien vous avez le droit, pour compenser un petit manque de votre corps, de prendre un médicament. Ce n'est pas grave, ce n'est pas une honte. C'est normal. C'est pour votre bien et il ne faut pas l'oublier. Donc du coup, je vous souhaite plein de belles choses et à bientôt pour une nouvelle vidéo.